avoir un peu moins d'une heure d'échange parce qu'on voudrait évidemment donner le temps pour les questions à la fin. Pour terminer à 9h55, 10h maxi, on m'a dit. Donc je me présente rapidement. Moi, je suis Jeanne Dusseuil, je suis journaliste indépendante après avoir travaillé dans plusieurs médias et fondatrice du média Globalize, qui est l'actualité française enrichie de perspectives de l'étranger. Et à ce titre, c'est aussi le média de l'économie sans frontières. Donc, quoi de plus détérialisé qu'une marketplace, donc un modèle sans frontières qui est éminemment passionnant. J'espère en plus que vous aurez une journée en tout cas intéressante avec des intervenants très riches. Vous l'avez vu, il y a la Redoute, le Figital, la relation client, les GAFA et les BATX. Tout ça, vous l'aborderez. Mais pour commencer, donc on a 4 intervenants sur quelle stratégie faut-il déployer en 2018 sur les marketplaces. Donc j'ai autour de moi Bertrand. Alors pour commencer, Bertrand Ric du groupe DGA Groupe Argus, donc un éditeur parmi d'autres, mais en tout cas un des leaders sur le véhicule. Alors vous ne vendez pas de véhicule, c'est bien ce qu'on a précisé parce que ce qui est complexe, c'est la diversité des modèles des marketplaces, on va en parler, mais vous n'en vendez pas, vous faites de la mise en relation, vous générez donc, on va dire, du super lead, du plus lead. C'est une stratégie de multidiffusion, multi-présence sur les marketplaces. J'ai à ma droite Johan Michel CMO de Alltrix. Donc c'est une marketplace. Je ne sais pas si parmi vous, vous êtes passionné par le vélo ou la course à pied. Évidemment, Paris, c'est le lieu idéal pour ça. Créé en 2008, marketplace pour les passionnés. David Sévelin, responsable e-commerce chez Oxwork, qui est donc une e-boutique, plus dans le modèle donc, du vêtement de travail pour les professionnels. Vous êtes présent, vous aussi, sur des marketplaces, rue du commerce, Cdiscount, GoSport, Amazon, on en parlera. Vous faites le choix donc d'être présent pour ce modèle qui s'approche de Mano Mano. Vous en avez peut-être parlé, mais en tout cas, c'est un de vos modèles, on en parlait. Et évidemment, Justin Ziegler, alors je ne sais pas si on a besoin de présenter pour vous qui êtes des professionnels, mais la marketplace, évidemment, Price Minister, on ne dit plus Price Minister, mais Rakuten, l'aventure incroyable, Olivier Mathieu, et du coup j'ai un trou de mémoire pour les autres fondateurs, mais vous faites partie des fondateurs, et Olivier Mathieu, évidemment, on le connaît. Donc pour planter un petit peu juste rapidement le contexte, on est effectivement dans un moment passionnant pour les plateformes. En regardant un petit peu vite fait les derniers chiffres, on se rend compte que c'est seulement depuis 2017 que dans le top 10 des valorisations, et c'est en fait un signe assez important, l'entrée des Asiatiques dans le top 10 des valorisations mondiales, le Financial Times Global 500, avec alors évidemment Amazon, Facebook, mais on retrouve désormais Alibaba et ses services Tmall, Taobao, Tencent. Se pointe aussi également, alors au-delà du top 10, mais JD.com qu'il va falloir surveiller. 2019, c'est aussi une année qu'on attend riche pour les marketplaces. En tout cas, vous l'avez peut-être entendu, mais il y a eu ces IPO records de Farfetch, la plateforme de luxe, valorisé 6,2 milliards aujourd'hui de dollars. On attend Uber, Lyft, Airbnb pour les IPO de 2019. Donc il se passe réellement quelque chose. Il y a cette compétition qui s'accélère avec cette entrée fracassante des Asiatiques parce que évidemment le marché est complètement différent. Mais pour vous donner un chiffre, d'ici 2020, 40% des échanges online sur le e-commerce se feront via des marketplaces. Donc ça commence à peser très très lourd et c'est évidemment ce que je vous souhaite. Et c'est donc ma première question liée à ce contexte de compétition et de domination du modèle. Comment est-ce que vous, chacun, et vous nous expliquerez comme ça votre modèle, vous maintenez vos audiences? Comment est-ce que vous les gardez dans cette compétition intense? Vous les maintenez fidèles, présentes, actives aussi, la fameuse activation. Mais voilà, alors on peut peut-être commencer par Alltrix et Johan Michel. Bonjour à tous. Donc, je suis directeur marketing chez Alltrix. Alltrix, en quelques chiffres, donc c'est un distributeur en ligne spécialisé sur les activités vélo, running et outdoor, qui existe depuis 10 ans. C'est une start-up, comme son nom ne l'indique pas, française, et qui aujourd'hui donc référence 100 000 produits différents, 50 000 stockés et expédiés par Alltrix et 50 000 donc, sur un modèle type marketplace. Nous avons réalisé donc un chiffre d'affaires l'année dernière de 56 millions. Nous sommes présents en France à hauteur de 85% et à 15% en Europe, donc en Espagne, en Italie et en Allemagne.
Nous sommes 140 collaborateurs. Je vais essayer de faire court. Et en fait, on a pris la décision, donc, il y a 1 an et demi, de lancer une marketplace pour justement venir enrichir notre catalogue. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 50 000 produits. Donc, être propriétaire de produits, ça nécessite de la trésorerie pour les acheter, ensuite des entrepôts pour les stocker et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, donc, on a décidé de lancer ce modèle pour venir référencer donc de nouvelles marques, de jeunes marques qui se lancent, sur lesquelles on a peu d'historique, on ne sait pas trop si ça va marcher, on n'a pas vraiment envie de prendre de risques financiers pour, encore une fois, les acheter, les stocker. Et où donc enrichir le catalogue pour venir en relais sur des ruptures. Par exemple, sur un modèle de basket, on va avoir à date le 39, le 40, le 43, le 44. En marketplace, on va venir plugger donc un vendeur tiers qui va venir, lui, prendre le relais sur les pointures manquantes pour justement, au lieu de louper la vente et l'envoyer chez un concurrent, conserver la vente avec un niveau de marge qui va être bien évidemment différent, mais pour capter le client. Et donc, une vente est une vente, et une vente perdue, on sait, c'est compliqué à rattraper. Donc, donc on gardera l'argument de l'offre, en fait, exactement. Le choix, pour vous, pour maintenir. On bah, va du coup ouais. voilà, donner chacun la parole. À votre voisin David Selvelin de Oxwork. Est-ce que c'est aussi la quantité, le choix? Nous, tout à l'heure, on va voir la question sur le choix de la marketplace. Moi, je suis Alltrix depuis longtemps et c'est vrai que c'est un petit peu on est très en amont de ce qu'ils font maintenant. Donc on va se présenter rapidement. Donc, Oxwork, on existe depuis 2014. Notre métier, c'est d'équiper tous les gens qui font des travaux manuels. Donc, ça peut être l'infirmière, l'agriculteur, l'artisan. On est une dizaine de personnes maintenant. On a fait 1000% de performance entre 2014 et 2017. On est toujours sur une progression à pratiquement 3 chiffres, quoi. Voilà. Donc les difficultés qu'on commence à rencontrer, nous, tout ça pour moi est nouveau, c'est toujours avoir une offre qui double. Donc doubler un catalogue la première année, c'est assez facile, mais au fil des ans, ça devient de plus en plus compliqué. Donc l'offre est pour nous importante. Donc là, on s'est vraiment concentré on est sur un marché de niche. Si on prend par exemple l'univers du médical, enfin du médical et bien-être, on va aller chercher la niche dedans qui peut être l'esthéticienne ou vraiment un métier spécifique, quoi. Donc on est plus on résout des problèmes, quoi. Les gens qui viennent chercher les vêtements chez nous, c'est pas de la mode. Il y a des vêtements, c'est sympa quand même, mais on est plus sur les gens qui cherchent, ils ont un problème, quoi. Du coup, je vais oser personnalisation quasiment. Oui, personnalisation sur le site, one-to-one. Pour maintenir l'expérience, on essaie de faire une expérience au mieux sur tous les devices. Des outils pour choisir sa taille qui sont innovants. Voilà. On va en parler. Je vais poursuivre avec vous, Bertrand Ric de groupe donc Argus. Vous ne vendez pas de véhicules. Et alors, c'est vraiment une belle histoire. C'est à la base un groupe média qui a fait sa mue digitale parfaitement, puisque vous arrivez à activer des leviers, que vous générez du lead. Un vrai modèle pour les médias. Donc le groupe Argus, 92 ans cette année, donc je crois que je suis le plus vieux de la table ronde, hein, aujourd'hui. Le groupe Argus, c'est une grande mutation, c'est un média papier il y a 90 ans, aujourd'hui c'est 99% de digital. Mais je vais surtout aller à votre question, pourquoi aller sur les marketplaces ? Les marketplaces, chez nous, ça a été une question difficile parce que le site Argus, c'est un site qui est très important à la fois pour la marque, pour toutes les solutions qu'on apporte aux professionnels et aux particuliers, mais aussi c'était garder notre trafic. Et je crois que c'était votre question à la base. Comment faire pour garder notre trafic ? Donc moi, les marketplaces, j'en ai refusé beaucoup qui sont venus nous voir parce qu'aujourd'hui, le modèle n'était pas adapté à mon attente, qui était, je veux bien donner mon âme à une marketplace à condition que je ne la donne pas complètement. Donc moi j'ai sélectionné aujourd'hui Facebook comme marketplace principal pour une raison simple, c'est qu'il y a un partage du bénéfice. Facebook avait un besoin fort d'avoir un nombre de véhicules important sur sa marketplace automobile, parce qu'ils ont relancé ça il y a peu de temps, il y a 2 ans aux États-Unis, ça a bien marché, et maintenant ils attaquent le marché français. Ils ont ouvert cette année 4 pays, dont la France, et l'Argus a été retenu comme un des acteurs principaux de Facebook pour mettre en avant un nombre de véhicules importants sur leur site. Et comme l'Argus est un des logiciels, notamment, qui apporte le plus de véhicules à tous les infomédiaires, comme la Centrale, le Bon Coin, l'Argus en France, nous avons été retenus à cause de cette raison-là.
Et moi, c'est uniquement Facebook ou vous disiez qu'il y a d'autres? Non, moi j'ai retenu que Facebook. Uniquement Facebook. Uniquement Facebook pour une raison simple. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi je leur apporte les véhicules. En contrepartie, ils m'apportent des leads. C'est-à-dire que chaque consommateur qui vient sur la marketplace de Facebook pour avoir l'information sur un véhicule, appeler un concessionnaire pour lui poser des questions pour l'acheter, pour avoir un test d'essai ou quoi que ce soit. Toute l'information passe par le groupe Argus et c'est le groupe Argus qui donne cette information au concessionnaire. Donc c'est ça, pour moi, le deal a été dans ce sens-là, c'est-à-dire j'aide Facebook à avoir un nombre de véhicules qu'ils n'arriveraient pas à avoir eux-mêmes et moi, en contrepartie, j'améliore le nombre de mises en relation que je peux faire avec mes clients professionnels. On va pas rentrer dans le débat, mais évidemment, il y avait quand même un Français qui aurait pu faire Le Bon Coin, c'était aussi une possibilité. Ils ont décidé de ne pas le faire, tant mieux. Alors évidemment, Justin Ziegler, on a envie quand même de vous faire réagir sur le contexte un peu asiatique, mais ce qui est assez amusant, c'est que Justin a dit la quantité, c'était le choix est toujours proposé plus, c'est pas forcément le moyen de retenir son trafic. Alors c'est étonnant de venant de Rakuten quand même, et je vous laisse expliquer. Oui, alors en fait, je vais peut-être juste, non pas présenter Price Minister Rakuten, mais juste redonner quelques chiffres, puisqu'il y a des chiffres qui ont été donnés là. Sur Price Minister, quand je suis parti, c'était donc il y a 3 ans, il y avait plus de 10 millions de produits en stock. Donc l'acheteur, quand il arrive sur le site Price Minister, est confronté à une offre qui est juste pléthorique et qui est finalement assez indigeste. Puisque quand vous cherchez un téléphone Samsung, est-ce que vous avez besoin de voir tout de suite toutes les déclinaisons et est-ce que c'est pas plutôt perturbant de voir plusieurs fiches produits qui ont l'air identiques et qui du coup soulèvent la question de est-ce qu'elles sont vraiment identiques ou est-ce qu'elles ne sont pas? Est-ce que si j'achète ce téléphone-là, est-ce que c'est vraiment celui-là que je veux ou est-ce que c'est pas celui d'à côté? Donc là, je ne sais pas si on va peut-être un petit peu vite, mais l'un des sujets chez Price Minister, c'est d'arriver finalement à réduire l'offre tout en conservant un maximum de force de frappe liée à l'offre, mais c'est d'arriver à simplifier l'accès au maximum et donner le plus de sentiment de sécurité et de certitude à l'acheteur lorsqu'il est confronté à cette offre. Ensuite, un des autres éléments clés, en fait, aujourd'hui, dans le groupe Rakuten, c'est de travailler sur la marque. Donc, d'où l'investissement avec dans le domaine du foot. Aujourd'hui de sponsoring pour créer une marque qui devienne une marque réflexe. Donc ça, c'est clairement un des éléments aujourd'hui. Et puis enfin, le modèle Rakuten, c'est un modèle qui vise à faire vendre des vendeurs pros sur la marketplace. Et en fait, un des éléments d'attrait, finalement, c'est plutôt les vendeurs particuliers, puisque le vendeur particulier, quand il a un téléphone à vendre, il veut s'en débarrasser, donc il est prêt à casser les prix, chose que ne fera pas le pro. Donc le prix reste une des clés d'entrée importantes sur Price Minister. Enfin, parce qu'on a la puissance du groupe, et d'où l'investissement aussi sur la marque, il y a tout un effet de points de fidélisation, ce qu'ils appellent les super points, et qui permettent ensuite qui peuvent ensuite être réutilisés sur d'autres sites du groupe. Donc si vous gagnez des super points sur Rakuten Price Minister, sur la partie marketplace, vous pouvez ensuite les dépenser en téléchargement vidéo ou qu'est-ce que c'est les autres sites, enfin bon, il y a d'autres, ou sur Viber, ou j'en sais trop rien, enfin sur les autres sites du groupe. Juste pour rester avec vous, alors sans citer Rakuten, mais évidemment, il y a différents modèles de marketplace. Il y a le marketplace de produits, de services, j'en parlais en intro. S'il y avait un modèle de marketplace aujourd'hui qui est réellement prometteur, peut-être que côté des Asiatiques, il y a des modèles qui sont... mais si vous deviez m'en citer une. En fait, bon, quand on regarde les chiffres du groupe Rakuten au Japon et les chiffres d'Alibaba en Chine, c'est juste époustouflant, enfin je pense que tout le monde est au courant. Et en fait, ce sont des modèles qui sont quand même très très différents de ceux dont nous avons l'habitude, puisque nous on est plutôt câblés sur des modèles Amazon. Et notre façon de réfléchir, notre façon d'acheter est plutôt câblée sur le modèle Amazon. Et certainement que les marketplaces qui viennent de s'exprimer, enfin Alltrix et Oxford, sont plutôt sur des modèles Amazon. Et donc c'est quoi la différence? C'est la clé d'entrée. C'est-à-dire dans le modèle Amazon, le produit est le clé d'entrée. C'est-à-dire qu'on vient avant tout sur une marketplace pour acheter un produit. Et du coup, il y a toute une démarche de recherche, de filtre, etc., de navigation qui est centrée sur le produit.
Alors, je sais moins pour Alibaba, mais donc je vais surtout parler pour Rakuten Ichiba, donc au Japon. Là, la clé d'entrée, c'est la boutique. Et donc, il y a une relation qui se crée entre l'acheteur et son marchand. Et donc, il y a un univers marchand et un univers de marque, finalement, pour le vendeur et pour le marchand, à l'intérieur de la marketplace, qui est créé. Et du coup, il y a vraiment un rapport de fidélisation qui est créé sur la boutique à l'intérieur de la marketplace. Et du coup, même les marchands, on leur fournit des outils pour que les marchands puissent finalement eux-mêmes fidéliser, communiquer en direct, faire du mailing par exemple, analyser de la data pour faire revenir les gens dans leur boutique. Non pas sur la marketplace, mais à l'intérieur de leur boutique, qui est au sein de la marketplace. Alors, c'est une question que je vais tous vous poser, mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes en réflexion, en création. Est-ce que vous conseilleriez de s'appuyer sur une marketplace existante, donc Bertrand Rex, c'est le choix que vous avez fait à Argus, ou de créer sa propre marketplace? Peut-être que vous y pensez ce matin. Alors moi, je suis un cas spécial parce que je vais faire les deux en fait. Attends, oui, nous allons faire les deux. En fait, ça va dépendre de quel sujet on parle. En fait, tout à l'heure, quand je vous disais que nous sommes associés à Facebook, c'est quand on veut proposer aux professionnels de diffuser leurs véhicules à vendre sur différents segments. Donc jusqu'à maintenant, on les envoyait sur notre site internet ou des sites internet de nos partenaires. Et moi, je considère que Facebook Marketplace, c'est l'équivalent d'un infomédiaire. En fait, je diffuse sur Facebook comme j'aurais diffusé sur un autre site internet. Donc ça, pour moi, c'est le modèle où j'ai la relation avec mes professionnels et je leur donne une visibilité plus large en mettant une marketplace. Moi, j'ai choisi celle de Facebook pour les raisons que j'explique tout à l'heure, parce qu'elle m'apporte la solution adaptée et m'apporte en contrepartie des mises en relation. Après, nous, en interne, on est en train de créer aussi notre propre marketplace, même si on ne l'appelle pas vraiment comme ça, mais c'est le même principe, parce que nous allons proposer sur le site L'Argus, qui est le 40e site français en termes de trafic en France, de proposer aux particuliers de revendre leurs véhicules aux professionnels. Donc là, je vais mettre en relation les particuliers avec l'ensemble des professionnels, et comme nous avons 80% des professionnels qui sont clients du groupe Argus, je vais mettre cette relation-là à partir d'une marketplace où tous les consommateurs pourront avoir une offre de reprise de leur véhicule et en contrepartie aussi racheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Donc c'est une marketplace par contre que je ne gardais que pour moi, je ne devais pas l'ouvrir à l'externe. Yoann Michel, créer sa propre marketplace. Alors nous, pourquoi on a décidé de lancer notre marketplace? On parlait du volume de produits tout à l'heure dans le catalogue, mais c'est évidemment pas l'unique argument qu'on a pour retenir et fidéliser nos clients. Aujourd'hui, on se bloque pas sur une grosse marketplace et on a créé la nôtre parce que celle qu'on souhaitait n'existait pas. On adresse un marché de passionnés, donc les passionnés de vélo, les passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, quand on a une passion, on a envie de se retrouver effectivement dans un environnement. On parlait de boutique tout à l'heure, comme quand on va chez un petit commerçant, son vendeur de vélo du quartier, où il y a un univers de marque, on nous explique un petit peu le process de fabrication. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie de retranscrire sur le site, à travers des guides d'achat, à travers de la création de contenu, avec un blog qui est alimenté sur justement comment sont fabriqués les produits, où sont fabriqués les produits, des guides de taille bien spécifiques, et simplement aussi avec une offre très spécifique. Certaines marques, par exemple dans le vélo, beaucoup de marques assez pointues ne souhaitent pas forcément être vendues en ligne, même encore aujourd'hui, et ne sont distribuées que sur des réseaux physiques. Et pour nous, donc, c'est aussi une manière de séduire ces marques-là, parce que ce qu'elles ont peur quand elles vont se brancher sur une marketplace, c'est de ne plus contrôler leur image, plus contrôler le pricing, plus contrôler tout ça. Et nous, justement, c'est ce qu'on leur permet de faire. On leur offre la garantie justement de rester dans un écosystème d'univers de passionnés dans lequel leur positionnement s'inscrit. Alors du coup, c'est l'inverse de vous, David Sévelin. Je dirais que là, actuellement, effectivement, on fait l'inverse, mais j'ai déjà... Bloguer partout, et juste pour mentionner les principales. On est sur Amazon, c'est Discount, Mano Mano, Outils, Distrait Artisan, on est même sur La Redoute, ce qui peut être assez surprenant, mais on a des très bons retours. Donc on est là-dessus parce que si vous prenez la première page Google, si on tape chaussures de sécurité, il faut être premier en SEO, premier en SIA. Après, avec qui on se bagarre avec les places de marché. Donc soit on se dit, on perd cette part-là, soit on joue le jeu en disant potentiellement les gens qui vont cliquer sur Amazon, qui vont peut-être trouver des chaussures. Donc ça, c'est pour l'aspect, on essaie de multidiffuser. Et dans l'autre sens, on s'est fait aussi la réflexion. Moi, j'étais à une conférence Miracle avec Gosport. On est d'ailleurs chez Gosport, parce qu'on fait du outdoor.
Et Gosport disait, si on prend un Gosport Decathlon, c'est 35 000 à 50 000 références dans un magasin. Les gens arrivent et souvent ils sont frustrés parce que, comme pour le VTT, hein, ils cherchent quelque chose de tellement spécifique, du coup ils partent. Ils sortent du magasin. Maintenant, Gosport, enfin, je te donne les chiffres, il y a un an, il était à 750 000 références. Donc c'est vrai que potentiellement, quand ils vont récupérer un client qui passe par e-marchand, eux, ils vont prendre 15%. C'est une marge qui est beaucoup plus faible que les produits qu'ils peuvent avoir. Mais au moins, ils ont capté un client avec lequel après ils pourront retravailler avec des produits à plus forte marge. Donc nous, je vous dis, j'ai déjà benchmarké. Par contre, il faut du trafic. Et par exemple, voilà, on n'a pas le trafic d'Ultrix, mais c'est dans la roadmap pour dans 1 ou 2 ans, quoi. Pour avoir notre propre place de marché, être le plus exhaustif possible et puis compléter avec des produits où c'est pas notre corps de métier. Par exemple, on est vraiment spécialisé vêtements, mais demain, qu'est-ce qui m'empêche à mon artisan de lui vendre un pantalon de maçon et puis une perceuse, une truelle ou des choses comme ça, quoi. Donc moi, ça augmente mon panier et mon artisan dit bah, c'est pratique, j'ai tout sur place, quoi. C'est ce que fait Mano Mano. Voilà. Alors dans ceux du coup qui sont déjà pluggés, il y a 2 modèles souvent qui reviennent, c'est celui de l'open source ou du SaaS. David, vous avez peut-être un point de vue. Est-ce que vous conseilleriez de prendre une marketplace en open source où on peut aller chercher les outils qui sont disponibles ou se mettre un fil à la patte du SaaS, ou en tout cas s'il en est un? Alors, donc on suppose qu'on a pris la décision de lancer une marketplace. Oui, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai tendance à conseiller le SaaS. C'est un petit peu le sens de l'histoire. Bon, l'open source c'est très bien aussi, mais l'objectif du SaaS c'est de réduire le niveau de technicité des projets et de pouvoir mettre le pied à l'étrier le plus vite possible. Et du coup, sachant qu'une marketplace c'est quand même une bête assez complexe, hein, il y a beaucoup de choses dans une marketplace. L'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier le plus vite possible, de commencer à se frotter à ce nouveau métier. C'est un métier, hein, une marketplace. Opérer une marketplace, c'est un métier, c'est pas simple. Et donc, dès lors qu'on fait le choix du SaaS, bah, finalement, on réduit la complexité technique de ce projet et on en fait plutôt un projet métier qui concerne toutes les équipes de l'entreprise et non pas un projet qui concerne pendant un an l'équipe technique uniquement. Et tout le monde se demande ce que fait cette équipe technique. Ah, il travaille sur le projet marketplace, mais le projet marketplace, ça, vous allez voir, ça va rien donner. Donc non, faites tout de suite un projet d'entreprise et évitez de faire un projet tunnel. Et donc c'est vrai que moi je recommande aujourd'hui de démarrer avec des solutions plutôt standard. Vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités du marché et donc une solution de type WithAPlace est tout à fait convenable et permet de vraiment mettre le pied à l'étrier, de démarrer et d'être agile, de rentrer dans une démarche où on met en place une première marketplace, on apprend le métier, ah ben tiens il nous faut ça, ah ben tiens il se trouve qu'ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité donc on peut la mettre en place. Et en plus avec des coûts qui sont finalement raisonnables. Donc oui, c'est vrai que j'ai une recommandation très très forte dans cette direction-là aujourd'hui. Vous, Bertrand Ric, alors le projet de marketplace, c'est un tunnel ou pas? Ben, oui, nous c'est développé en interne. Donc alors il y a plusieurs raisons, parce que comme c'est plugué complètement au site largus.fr, c'était compliqué d'insérer des solutions extérieures. Donc on a préféré développer ça complètement en interne. Un point de vue sur SaaS ou open source Moi, quand j'ai benchmarké, j'ai benchmarké Iceberg, WithAPlace et Miracle. Alors, moi, actuellement, on a un peu plus une préférence à Miracle parce que sur toutes les places de marché, rue du commerce c'est chez Miracle, outils, discret artisan, le WithAPlace est très compétitif sur le prix. Après, ce qu'on se rend compte avec Miracle, c'est la vie pour le e-commerçant après. Nous, elle est très facilitée, elle est plus facilitée. J'ai mes collaborateurs qui sont là, ils le vivent tous les jours. On est quand même plus facilité sur Miracle pour des choses qui font beaucoup m'arriver pour la compta, suivre les encaissements, enfin tout ça c'est déjà bien pensé. La gestion des multi-utilisateurs, enfin c'est pas des options quoi, c'est plus du paramétrage. Donc voilà, c'est une des solutions les plus chères, c'est aussi je trouve une des solutions les plus riches quoi. C'est le cas aussi pour Ultrix, c'est pour des raisons de time to market principalement. Plutôt que de tout développer, sachant que nous, ce n'est pas notre cœur de métier, on est aussi à la base un distributeur classique. Et c'est une activité du coup annexe ou complémentaire, je dirais plutôt. Pour ces raisons-là, on a décidé de ne pas développer nous-mêmes notre propre marketplace. Et sachant que plein de solutions proposent des règles de gestion déjà très bien faites, pour l'instant, ça nous convient amplement.
Donc une fois qu'on a la marketplace open source ou SaaS, on aimerait savoir quel est le levier de vente, à votre avis, le plus efficace. Évidemment, il y a, j'en parlais, la question de la personnalisation, mais est-ce que c'est la gestion de la data? Est-ce que c'est l'automatisation? Est-ce que c'est la logistique? C'est une question vaste. Mais est-ce que c'est la connaissance client, le KYC, les prix? Voilà, en back-office en fait, de la marketplace, qu'est-ce qu'il faut activer quand on se lance? L'automatisation, je le disais, va jouer un rôle de plus en plus important. On terminera par l'intelligence artificielle, mais En fait, il y a vraiment différents cas. Lorsqu'on est une marque déjà connue et qu'on a déjà du trafic, le trafic va arriver naturellement sur la marketplace. La marketplace sera naturellement irriguée par le trafic associé à la marque ou associé au site dont on parle. Typiquement, la Redoute, au démarrage, c'était pas du tout une marketplace. Ça l'est aujourd'hui, mais ça l'était pas au démarrage. Mais lorsqu'ils ont lancé la partie marketplace, la marketplace a naturellement bénéficié du trafic de la marque La Redoute, et ensuite à eux de décider comment ils règlent leur trafic et comment est-ce qu'ils diffusent plus ou moins de trafic vers la marketplace. Donc ça, c'est un des premiers points. Si on est même de façon générale, le sujet, c'est le budget marketing. C'est quelle énergie, quel effort, quel budget est-ce qu'on va mettre pour faire connaître sa marketplace. Aujourd'hui, des investisseurs seront très très hésitants à investir sur un lancement de marketplace ou de site e-commerce d'ailleurs, qui ferait du B2C à cause de l'investissement marketing nécessaire pour se faire connaître. Donc à moins d'être sur quelque chose de très niche, de très spécialisé, où on peut avoir du contenu éditorial très spécialisé et avec des auditeurs passionnés, lancer une nouvelle marque aujourd'hui en e-commerce ou en marketplace, c'est quelque chose d'assez délicat, quoi. Donc voilà, le sujet, c'est la marque, et pourquoi est-ce que je vais revenir, pourquoi est-ce que je vais revenir sur ce site, et donc avoir une promesse de marque, une stickiness qui fait qu'il y a quelque chose qui fait que les gens reviennent sur la marque. Chez Groupe Argus, j'ai quand même l'impression que c'est la gestion de la data, parce que vous disposez de plusieurs plateformes, je ne les ai pas toutes mentionnées, mais du coup, vous faites du croisement tout en restant, au point de vue marketing, relativement... justement, sur quoi vous mettez l'accent? Sur la... Moi, je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. Se lancer aujourd'hui sans avoir une marque forte dans une marketplace, je pense que c'est perdre beaucoup d'argent et beaucoup de crédibilité. Donc pour moi, le marketplace, c'est un complément à ce qu'on a déjà. Donc c'est rajouter un nouveau service, c'est aller dans une cible qu'on n'a pas encore ciblée. Et aujourd'hui, la marketplace, pour moi, apporte aussi comme vous le dites, un complément d'information sur les consommateurs pour enrichir ce qu'on appelle une DMP, une Data Management Platform, pour en savoir encore plus sur le consommateur et derrière anticiper ses futures envies, ses futurs choix, ses futurs achats. Ça veut dire que ça représente combien en termes de vente, la marketplace, de génération? Est-ce que c'est le lead qui Moi, est aujourd'hui, rapporté? c'est des chiffres que je donne rarement, mais je dirais que depuis que je suis passé sur la marketplace de Facebook, j'ai multiplié par 2 ou 3 le nombre de mises en relation auprès de nos professionnels. Donc c'est important. Et le projet justement de marketplace que vous développez, ça doit... Alors celui-ci est très important parce qu'en fait c'est un des secteurs où le groupe Argus a sa place et qui n'a pas prise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tous les consommateurs ont envie de revendre leur véhicule, c'est ce qu'on appelle la reprise. C'est un secteur qui est en plein boom parce qu'aujourd'hui tout le monde est équipé d'un véhicule et tout le monde, avant d'en racheter un, veut d'abord éliminer l'ancien. Donc beaucoup de gens ont essayé de vendre à un autre particulier où on se rend compte qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes de relations, beaucoup de chèques en blanc, etc. etc. Et les professionnels aujourd'hui reviennent sur ce marché-là parce que c'est un marché que les professionnels ont un petit peu ignoré. Ils sont tous plutôt lancés sur le véhicule neuf. Et aujourd'hui, le nombre de véhicules neufs est vraiment stagne aujourd'hui. Les consommateurs achètent de moins en moins de véhicules neufs et s'orientent plus sur l'achat d'un véhicule d'occasion. Donc aujourd'hui, les professionnels reviennent dans ce secteur-là en disant, pour redraguer, excusez-moi l'expression, les consommateurs, il faut que je leur fasse une offre de je reprends votre ancien véhicule et je vous en vends un nouveau ou un ancien. Donc l'Argus rentre dans ce secteur-là pour aider justement le professionnel à reprendre la main sur le consommateur et laisser un peu moins la place à des sites comme la Centrale, par exemple.
Alors sur le site de Passionné, le levier principal, c'est la logistique. Est-ce que c'est beaucoup d'emailing? Est-ce que c'est beaucoup de marketing, comme ce qui vient de... Je dirais que c'est un mix de tout, mais si je dois retenir une chose, un des gros challenges d'Ultrix, c'est on avait une activité en fait à la base de commerçant, je dirais classique, et le gros challenge quand on a lancé la marketplace, c'était d'offrir et de proposer donc une expérience client qui soit pas dégradée. Nous aujourd'hui, on est capable d'expédier en 15 heures dans toute la France, donc on a un cut-off à 18 heures, et le lendemain vous pouvez être livré à partir de 9 heures chez vous. Et quand vous confiez justement, quand vous déléguez toute la partie justement logistique, packaging, etc., un vendeur tiers, on n'est pas chez eux, on n'est pas dans leurs entrepôts, on ne sait pas quand est-ce que le colis va être livré, si le carton va être abîmé, comment ils vont traiter les demandes de retour, les demandes de remboursement, etc. Donc en fait, un des gros challenges a été justement de sélectionner les bons vendeurs, donc en étant assez exigeant avec eux, quant justement au respect des délais de livraison, à la qualité des fiches produits, à tout ça. Enfin, il y a plein d'autres challenges. Je sais qu'on est timé, mais je pourrais en parler pendant pas mal de temps. Mais je pense que ça a été vraiment un gros challenge parce qu'aujourd'hui, justement, quand pour Ultrix, le service est au cœur de tout, tant au niveau de la livraison que du retour, que de plein de choses. Quand on lance une marketplace, il ne faut pas oublier qu'on... Je dis pas qu'on perd le contrôle, mais pour maîtriser, il faut vraiment suivre ça de très près et être très exigeant, je pense. Peut-être je peux rebondir là-dessus. Parce que en fait, c'est clair qu'aujourd'hui, dans l'expérience d'achat, puisque une marketplace, c'est avant tout un site de e-commerce, vu de l'acheteur. Et donc, il faut que l'expérience d'achat soit aussi bonne sur la marketplace que sur un site de e-commerce classique. Et donc, ça impose, d'une part, de résoudre ces problématiques de choix et de sélection du produit, et de réduire la complexité liée à la pléthore d'offres, si pléthore d'offres il y a. Et ensuite, il faut qu'il y ait un service logistique derrière qui soit top, nickel. Et c'est pas parce que c'est des vendeurs qui se baladent à gauche et à droite, qui ne sont pas forcément très bien maîtrisés, qu'on peut se permettre d'avoir une logistique qui, elle, ne soit pas maîtrisée. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des délais de livraison qui soient très clairement annoncés. Et toute la communication post-achat, c'est-à-dire, ça y est, j'ai post-paiement, on va dire, ça y est, j'ai payé. Après, il faut qu'il y ait toute une communication liée à la logistique, à l'emballage et à l'expédition et au suivi de l'expédition. Tout ça doit être top, nickel. Et ça a été une des faiblesses de Price Minister Rakuten jusqu'à il y a quelques années, quoi. Enfin, au démarrage, c'était clairement une zone qu'on a complètement sous-estimée et qui aujourd'hui est, à mon sens, vitale. Alors du coup, chez Oxwork, vous n'avez pas perdu le contrôle? Parce que vous êtes nous, si on voit de l'autre côté, quand on est sur pas mal de places de marché, faut pas oublier que quand les gens achètent une place de marché, c'est pas nos clients. Nous, on est les petits bras qui travaillons en off. Et donc, le travail que l'on fait, c'est du marketing automation. Quand quelqu'un passe une commande sur Amazon, on lui rappelle on rajoute un email pour ajouter que c'est la marque Oxwork qui va s'occuper de tout derrière, quoi. On fait des emails comme ça assez planifiés. Sur les places de marché, parce que la question c'était sur les outils, donc on a un outil de marketing automation qui est plugué sur plusieurs places de marché pour rappeler notre marque. On diffuse dans nos colis des informations sur nous, donc pour rappeler que sur notre site il y aura une offre encore plus étendue et des meilleurs prix. Et la difficulté qu'on a sur une place de marché, ce que je dis c'est j'enfonce des portes ouvertes, mais on est en hyper concurrence. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est ce qui se vit aux États-Unis, mais je pense qu'on le vit de plus en plus en France. Google Shopping, c'est un moteur de prix, quoi, mais maintenant c'est Amazon, quoi. C'est beaucoup plus simple vous voyez, dans un magasin, vous scannez le produit, je ne parle pas des produits alimentaires, mais un produit plutôt high-tech, quoi, et vous avez tout de suite le prix, quoi. C'est souvent Amazon qui a peut-être 9 vendeurs dessus, donc le prix est ultra optimisé. Donc nous, on a un outil de repricing automatique pour toujours être compétitif, garder nos marges, mais rester compétitif face à la concurrence, quoi. Donc les outils, pour nous, sont précieux, quoi. Du coup, ça me fait une très bonne transition avec une question qui devait être posée. Est-ce pertinent à long terme pour Monoprix, Lavinia, Biocebo et Fauchon d'être justement sur la marketplace Amazon? En réponse assez courte, si on veut essayer de balayer d'autres. Est-ce que c'est pertinent? Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y en a plusieurs. Je pense que ça dépend des cas. Instinctivement, je me dis que clairement, pour Monoprix, pour reprendre ton exemple, je pense que Monoprix, il vaut plutôt mieux pas qu'ils aillent vendre sur des marketplaces. Je pense qu'il faut plutôt qu'ils investissent sur leur marque, qui est déjà une super marque. Et ils ont déjà de la notoriété. Et donc, ils sont tout à fait légitimes pour faire venir du monde sur leur site.
À la limite, il faudrait peut-être eux-mêmes qu'ils investissent sur une techno de type marketplace pour essayer d'optimiser un petit peu les flux. Je vais prendre un autre exemple, pas ceux que tu as cités parce que je ne les connais pas très bien, mais moi j'ai investi dans une bijouterie en ligne qui s'appelle Gemio. Et donc Gemio a toujours refusé de vendre sur les marketplaces. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie de marque, il y a une volonté de préserver sa marque et de ne pas dégrader sa marque et aussi de maîtriser son prix. Et donc de dire, bah, les produits Gemio, le seul endroit où on les trouve, c'est chez Gemio. Les produits Gemio, on les trouve nulle part ailleurs. Donc là, c'est une stratégie de marque forte et une volonté de ne pas aller se disperser et de ne pas se laisser séduire par éventuellement du volume de vente. Donc je pense qu'il y a un trade-off à faire entre court terme et long terme, puisque c'est sûr qu'à court terme, quelle que soit la marque et quel que soit le distributeur, si vous mettez vos produits sur Amazon, vous allez faire des ventes. Ou sur Rakuten, vous allez faire des ventes, ou sur Cdiscount. Il y aura des ventes, c'est sûr. À court terme, il est certain que n'importe qui est capable de faire des ventes sur ces marketplaces. La question, c'est à long terme, est-ce que c'est souhaitable pour la marque, hein, et est-ce que c'est le bon choix, ou est-ce qu'on n'est pas en train finalement de se tirer une balle dans le pied pour le lendemain? Amazon. Je me permets d'avoir la réponse parce qu'on on est multi-fournisseurs, multi-fabricants, et on a un de nos fabricants qui a été séduit par Amazon, quoi, parce que quand ils appellent les acheteurs, c'est des milliers de pièces, quoi. Et juste pour faire un rappel, pour vendre sur Amazon, si on prend un produit de la marque que l'on vend justement, si on la met sur Amazon, c'est Oxwork qui vend et Oxwork qui essaie de faire une marge. Notre but, c'est de faire de la marge, quoi. Donc, et Amazon prend ses 15%. Si on stocke chez Amazon, on essaie aussi de faire de la marge et c'est Amazon qui vend. Mais quand Amazon vous contacte directement et vous stockez, vous envoyez chez Amazon, ils vous signent, ils vous font un chèque, ils vous payent tout de suite. Après, eux, s'ils veulent le vendre avec 5% de marge, ça peut être leur choix. Donc nous, on se retrouvait en compétition, au moment où on allait appeler la marque, et là, on ne peut plus se battre, quoi. Nous, tu nous le vends 20, on peut potentiellement le vendre 30, mais eux, ils le vendent 22. Comment on fait, quoi? Et ce que j'en essaie de leur expliquer, l'attrait pour les commerciaux, c'est qu'eux, ils voient du volume et du chiffre, ils font c'est génial, quoi. Mais j'ai là, tu es en train de tuer ton marché, parce que dans tes magasins, les gens vont dire, mais attendez, le produit, je peux l'avoir à 22 chez Amazon et 30 dans le magasin. Mais je me suis fait rouler, quoi. Pendant des années, je me suis fait rouler, quoi. Alors que c'est normal parce qu'il y a des intermédiaires, il n'y a pas le même travail. Et donc, ils ont eu aussi beaucoup de retours parce qu'Amazon, ils sont très sympas. Ils commandent énormément, puis ils font, ah, on s'est trompé, tout compte fait, on ne vend pas, on vous renvoie des milliers d'articles. Donc là, je peux vous dire que c'est génial pour nous parce qu'après, le fabricant, il fait, c'est bon, je vais rester avec vous. Au moins, on a une relation, on va dire, on a à peu près la même taille. Si on n'est pas, c'est pas le cas, mais si on n'était pas correct sur les prix, ils peuvent nous taper sur les doigts et du coup, la relation va être tendue, on va dire, on va se calmer. Alors Amazon, ils ne peuvent pas faire grand-chose à part couper le flux, quoi. Donc, pour moi, c'est le danger. Et le danger, on le voit nous aussi, c'est que, c'est ce qui est arrivé pour ce commerçant ou d'autres, parfois par des réseaux externes, on travaille avec des groupes anglais. En France, ils ne vendent pas en direct, mais par le groupe anglais, ils sont tentés par le diable, on va dire. Ils écoulent un peu de pièces sur Amazon et on se retrouve en hyper concurrence et on ne peut pas suivre, quoi. Donc c'est vraiment le danger, c'est qu'Amazon fait le prix qu'il veut, quoi. Il ne respecte pas un peu un prix public, quoi. Et nous, les marchands, quand on travaille avec eux, on essaie de jouer le jeu, quoi. Voilà. Attention, on n'est pas obligé de respecter le prix d'Amazon. Ce n'est pas forcément Amazon qui définit le prix. Lorsqu'on est vendeur sur une marketplace, on a quand même la possibilité de définir son prix. On a une marge qu'on ne peut pas compresser. Et si on veut avoir une bonne relation avec son fabricant, on essaie de ne pas lui casser le marché. On lui dit, nous, dans le monde du travail, il y a 2 ans, quand j'allais voir les marchands, ils me disaient, je ne veux pas entendre parler d'Internet parce que vous allez casser les prix. Je dis, ben non, pourquoi? On va vous apporter une visibilité supplémentaire et les gens ils cherchent de l'offre et des choses qu'ils ne trouvent pas dans les magasins. Et maintenant, il y a une confiance. Et maintenant, sur les derniers salons, Salon A plus ça, qui est le plus grand salon du vêtement de travail à Düsseldorf, on cherche un partenaire Internet parce qu'eux ont raté le virage. Et vous êtes bon dans l'Internet, nous on est bon dans les vêtements de travail, donc on cherche un partenaire avec une relation où on va garder les marges et on va avoir une plus grosse visibilité. Donc on a un débat sur Amazon, c'est bon signe et c'est pas étonnant, mais il faut que je vous laisse la parole maintenant si vous avez des questions. Il y a évidemment d'autres questions que j'aurais voulu vous poser sur par exemple l'intelligence artificielle. Est-ce que les chatbots doivent être déployés sur les espaces de boutique ou marketplace? Mais c'est le moment à vous d'en profiter. Si vous avez des questions pour Rakuten, Alltrix, le groupe Argus ou Oxwork.
Il va nous rester 5 minutes de questions à peu près. Donc, S'il n'y a pas de questions, j'avais juste une petite remarque. J'ai mon collaborateur Issa qui fera une conférence tout à l'heure. Donc, pour ceux qui veulent passer à voir plus de 10 places de marché, il essaiera de vous présenter quelques best practices sur le sujet. C'est vers 16h15. Voilà. alors du coup, moi, je vais poser mes questions, mais vraiment, si... L'intelligence artificielle, est-ce que justement chez Rakuten, on y pense que Facebook en fait a annoncé investir dans l'intelligence artificielle pour automatiser l'offre, nous parler directement, etc., etc. L'intelligence artificielle, beaucoup de monde en parle aujourd'hui. Et puis, ceux qui ont essayé en reviennent. Le buzz des chatbots, alors. Non, je ne vais pas trop parler de chatbot, ça c'est encore un sujet très très précis. Mais ceci étant dit, on pourrait. Sur l'intelligence artificielle, il y a deux fondamentaux qu'il faut avoir sur l'intelligence artificielle, qu'il faut bien avoir en tête. Petit 1, on ne s'improvise pas data scientist. Donc si vous voulez faire un vrai projet d'intelligence artificielle, il vous faut des data scientists. Les data scientists, ils sont chers, ils sont pour la plupart sortis de l'X ou de Normal, et ils sont chers. Et en plus, ils sont durs à fidéliser parce qu'il y a Facebook, Google et d'autres qui leur font des propositions particulièrement alléchantes. Moi, pour en avoir recruté à l'intérieur du groupe Rakuten, les salaires d'un data scientist qui a 2 ans d'expérience sont juste stratosphériques, pour les bons. Après, il y a effectivement des gens qui s'improvisent data scientist, mais... Alors, du coup, seconde question. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des data scientists. Et pour alimenter les data scientists et les algorithmes d'intelligence artificielle, ben, il faut de la data. Donc, si vous n'avez pas des volumes de data énormes, oubliez l'intelligence artificielle. Oubliez les data scientists. Si vous n'avez pas des volumes de data phénoménaux, c'est pas la peine de vous lancer dans ces projets-là. C'est des projets qui sont extrêmement consommateurs d'énergie, de temps et qui font fantasmer tout le monde, mais qui, à la fin, on accouche d'une souris, quoi. Enfin, je sais pas quelle est la bonne image, mais donc oui, Facebook, ils ont énormément de data. Oui, Facebook, ils peuvent se permettre de payer les data scientists très chers. Google aussi, Rakuten aussi, mais la Redoute, je pense pas. Et donc la Redoute, ils vont faire appel à des prestataires ou des startups pour leur apporter un petit peu d'intelligence artificielle. À la Redoute, ils commencent à avoir de la data, il y a des volumes de data significatifs. Donc oui, des acteurs comme ça peuvent, mais si vous êtes un site de passionnés de marmites, eh ben, je ne suis pas sûr que vous ayez de quoi alimenter des algorithmes d'intelligence artificielle. Ceci étant dit, on fait tous un petit peu d'intelligence artificielle parce que la plupart des sites de e-commerce aujourd'hui ou la plupart des marketplaces ont des systèmes de recommandation de produits où il y a des produits qui sont poussés. Vous avez vu ceci, vous avez aimé ceci, alors vous allez aussi aimer ça, vous avez acheté ça, donc vous allez aimer ça. Ben ça, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle, du prédictif, et c'est grosso modo ce qui se fait le plus aujourd'hui en intelligence artificielle, et tout le monde est en train de bosser sur ce type d'algorithme-là. Ajouter quelque chose. Effectivement, il y a si on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, il y a la recommandation de produits. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et on se tourne aussi sur la recommandation de contenu. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais selon le contexte de la France, selon où les gens se connectent quand ils vont sur le site, il peut y avoir de la pluie ou du soleil. Et donc, on peut avoir des bandeaux, pubs, qui incitent vers des vêtements de pluie ou des vêtements plutôt adaptés au contexte, quoi. Donc ça y joue. Allo Pneu le fait pour les pneus hiver, quoi, par exemple. Selon où on est, quoi. Qui est en création de marketplace en ce moment parmi vous? Création ou actuellement, qui possède une marketplace? Non plus. D'accord. Qui est e-commerçant? D'accord. J'étais inquiet tout à l'heure. Non, mais du coup, on vous laissera poursuivre les échanges dans le networking dans ce cadre magnifique, avec d'autres questions que vous aurez peut-être. Merci beaucoup à tous les 4. C'est la fin de la plénière. Donc. Merci.